Depuis que j'ai créé Vlan, il y a un sujet que je voulais traiter, qui est l'éducation. Parce que l'éducation, ça me semble essentiel, à la base de tout. Et en même temps, je me posais la question de qui recevoir. Et aujourd'hui, je reçois Xenia Busson, qui est une auteure qui a écrit un bouquin qui s'appelle Exploring the Future of Education et qui a également créé une structure qui s'appelle Landspace, qui est finalement un accélérateur de start-up dans l'éducation. Et ensemble, on parle du futur de l'éducation, des modèles qu'elle a pu voir dans d'autres pays et comment on peut s'en inspirer, des profils atypiques d'enfants. On parle aussi des grandes écoles un peu plus tard. Simplement avant de vous laisser avec cette conversation, je voulais vous demander, je le fais pas très souvent, mais si vous pouviez, et ça aide vraiment beaucoup ce podcast, de laisser des commentaires sur Apple Podcast avec des petites étoiles ou avec un commentaire. Ça permet aux autres personnes de découvrir le podcast et de le faire remonter dans les algorithmes, pour être tout à fait honnête. Donc ça m'aiderait pas mal. Voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour Xenia. Bonjour. On va parler d'éducation et ça tombe bien parce que toi, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Exploring the Future of Education où tu as finalement fait le tour des pays de l'Europe pour voir quelles étaient les meilleures pratiques dans ces différents pays et c'est quelque chose que tu continues à faire parce que tu pars bientôt en Afrique pour faire la même chose. Tu as aussi créé une boîte qui s'appelle Landspace où tu accélères des startups dans l'éducation. Et en fait, ce sujet de l'éducation, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le traiter, en réalité, parce que ça me semble évidemment essentiel. Et en même temps, comme c'est un sujet que je maîtrise pas, parce que j'ai pas d'enfant et que voilà, je savais pas qui inviter. Et donc on m'a dit non mais il faut absolument que tu rencontres Xenia. Donc voilà, on le fait. Donc je suis ravi. Et donc évidemment la première question que j'ai à te poser, c'est pour toi à quoi ça ressemble le futur de l'école ? Vaste question, le futur de l'école. Je dirais qu'en fait, le futur de l'école ou de l'éducation en règle générale, c'est une éducation qui est beaucoup plus personnalisée, tu vois, centrée sur l'apprenant, sur son individualité. Et aujourd'hui, on est dans un système de masse, tu vois, qu'on a créé pour des raisons évidentes il y a bien longtemps déjà, et qu'il faut aujourd'hui transformer parce que notre monde ne ressemble en rien à ce qu'il était à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que chaque enfant trouve sa place. Et il ne peut pas trouver sa place dans un système aussi massifié que celui qu'on a actuellement, en fait. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant que tu dis ça, parce que en fait, sur mon compte Instagram, donc le compte Instagram du podcast, j'ai posé la question aux followers, enfin aux personnes qui suivent ce podcast, qui suivent le compte, quelles étaient les questions qu'ils avaient à poser sur ce sujet. Et effectivement, majoritairement, les questions qui sont revenues, c'est comment on fait pour les enfants qui ont des troubles 10, comment on fait pour les enfants qui sont surdoués, comment on fait pour les enfants qui sont hypersensibles, qui sont vraiment des questions spécifiques finalement. Mais c'est essentiel cette question parce qu'en fait, ça nous montre bien, en fait, chaque enfant est différent. Il y a pas, aujourd'hui, bien sûr, il y en a quelques-uns qui rentrent dans la norme, dans le moule en fait, qu'on leur propose, mais en soi, chaque enfant est différent. Chaque enfant part avec un bagage totalement différent. Donc pour moi, c'est un peu une aberration, si tu veux, qu'on fasse encore cours à 30 élèves de la même façon, quoi. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire de la personnalisation et on pourrait s'y atteler, mais c'est vrai que voilà, on est encore dans un système qui est un système de masse, ouais, exactement. Ouais. Et alors justement, les dysfonctionnements du système éducatif aujourd'hui en France, il y a évidemment ce système de masse. Est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements que tu as pu relever sur la France ? Alors, en France en particulier, moi je dirais que tout simplement, nos enseignants ne sont pas assez valorisés, si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, être enseignant en France est tellement dévalorisé que personne ne le veut devenir. Et on a un gap énorme entre le nombre d'enseignants qui est demandé aujourd'hui pour être partout sur le territoire et le nombre de candidats finalement au CAPES, à l'agrégation, etc. Et je pense qu'il faut absolument revaloriser ce métier parce qu'il est essentiel. C'est eux qui forment nos enfants au jour le jour. Il faut les former, il faut les valoriser et ça tout au long de leur carrière.
D'autres pays, par exemple, que j'ai pu observer dans le cadre de ce bouquin que j'ai écrit, par exemple en Finlande, c'est un peu, tu vois, l'exemple typique, mais en Finlande, devenir prof, c'est un truc, mais de fou, quoi. C'est-à-dire que devenir prof, c'est un métier tellement valorisé qui attire tellement de monde que tous les lycéens, à la fin, s'inscrivent à la fac d'éducation, veulent être profs, et donc il y a à peu près sur la fac, sur la région d'Helsinki, il y a peut-être 10% de gens qui sont pris pour être profs à la fin, quoi. Donc, si tu veux, c'est aussi bien réputé qu'être médecin ou qu'être avocat, et c'est la profession numéro 1, quoi, que tout le monde veut faire, parce que en Finlande, il y a cette culture de la transmission, d'être dans le partage de connaissances, etc. Et comme la Finlande, si tu veux, est un pays où il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas grand-chose à part des forêts et des lacs, c'est quand même, ils misent tout sur le capital humain. Ils misent tout sur l'éducation et ils investissent à fond clairement, on a des très très bons résultats aussi. Et ils misent aussi sur les... Enfin, il y a une question de salaire ou c'est une question de reconnaissance sociale ? Pas forcément, ils sont pas si bien payés que ça. Alors oui, bien sûr, ils sont mieux payés que les profs français, mais ça, c'est pas difficile. Mais en vrai, c'est la reconnaissance sociale. Et ça, c'est important, je pense. Parce que je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en France, on avait cette reconnaissance sociale. C'est-à-dire que quand tu réfléchis finalement au village, les métiers clés, finalement, c'était le policier, le postier, le pompier, le professeur, tu vois, qui étaient les métiers clés dans le village et qui étaient extrêmement respectés. Et en fait, tous ces métiers-là, finalement, le médecin, donc l'infirmière, etc., qui sont tous des métiers, finalement, à part le médecin qui reste dans son statut, entre guillemets, bourgeois, tous les autres sont des métiers qui sont assez dévalorisés, finalement, mal payés et dévalorisés. Mais tu sais pourquoi je pense que ça a à voir avec, si tu veux, le savoir qui était entre les mains du maître. Et donc, aujourd'hui, le savoir, il n'est plus dans les mains du maître. Le savoir, il est partout. Et donc aujourd'hui, le rôle pour moi de l'enseignant, et ce que je vois dans beaucoup d'écoles quand je sillonne le monde, c'est vraiment un rôle qui évolue, qui change. L'enseignant, il devient un coach, un mentor, il devient un facilitateur d'apprentissage plus que quelqu'un qui va délivrer un savoir en mode top-down, tu vois, je me place devant vous et je vous délivre ce que je sais. Et avant, c'était ça. Et donc évidemment, il y avait ce respect, si tu veux, face à tout ce savoir. Mais aujourd'hui, voilà, le savoir est partout, la théorie, on peut aller la chercher autre part. Ce qui importe, c'est l'échange, c'est la pratique, c'est comment on apprend aussi par le faire, comment on apprend par les projets, Et ça, c'est des choses dont on sait aujourd'hui qui ont un impact bien plus important sur notre cerveau, sur notre rétention de l'information, qu'un cours où tu es là, assis, passif, à écouter, quoi. Et aujourd'hui, on peut plus mettre nos enfants dans cette situation de passivité absolue pendant 8 heures par jour à écouter un prof parler, quoi. Non, mais c'est presque inhumain de faire ça. Parce que on a changé aussi. Nos enfants aujourd'hui sont beaucoup plus actifs, ils ont accès à de l'information quasi constamment avec les réseaux sociaux, avec le numérique, etc. Et donc, il faut aussi transformer nos pédagogies, quoi, pour qu'elles soient plus actives, plus engageantes. Alors, on va revenir sur la partie technologie, mais ce que je voulais savoir là tout de suite, parce que tu as parlé un petit peu de cet exemple en Finlande, c'est quoi les autres bonnes pratiques, j'allais utiliser good practice, bonnes pratiques que tu as pu voir dans d'autres pays qu'on pourrait réapatrier en France. Donc il y a d'abord cette reconnaissance du professeur, ce dont tu parlais. Qu'est-ce que tu as vu d'autre qui était hyper intéressant selon toi ? Le rôle de la confiance. Par exemple, au Danemark, bon, je donne des pays nordiques, mais après je pourrais donner des pays plus du sud. Mais au Danemark, il y a un rôle tellement fort de la confiance, c'est-à-dire que aujourd'hui, les lycéens, donc 100% des lycées danois, n'ont plus de livres scolaires papier. Donc, pour la grande majorité, ils sont complètement digitalisés. Mais en soi, il n'y a plus de cahiers, il n'y a plus de crayons. En fait, les élèves apportent leur ordinateur à l'école et c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc c'est un peu on apporte son ordi, on n'a rien d'autre dans son sac que son ordi, et donc évidemment on pourrait faire n'importe quoi, je veux dire, il pourrait aller sur Facebook, sur Insta, etc. Mais en fait il y a une confiance tellement forte qu'a accordée à l'élève et vice versa aussi, que les enseignants que j'ai rencontrés, plusieurs dizaines d'enseignants me disaient, mais en fait nous au début oui on avait peur, bien sûr, on s'est dit mais on va jamais pouvoir faire cours, mais ça nous a aussi challengé de faire en sorte que nos cours soient plus engageants, plus activants pour eux, et qu'ils soient pas finalement obligés de rester ordinateur ouvert devant nous, mais qui
qui prennent aussi la parole et qui s'engagent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur le rôle de la confiance, notamment par rapport au numérique, mais pas seulement. Et ensuite, je donnerais un exemple plutôt de Nouvelle-Zélande. Donc là, on est beaucoup plus au sud. On n'est plus en Europe. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, déjà, le système scolaire est totalement décentralisé. C'est-à-dire que chaque école, si tu veux, a son propre pouvoir sur la formation des enseignants, sur les budgets qu'ils peuvent allouer à tel outil innovant, etc. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, en France, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets pilotes, mais après, pour passer à l'échelle, ça devient très complexe. Il faut l'aval de plusieurs académies. Bon, voilà. En Nouvelle-Zélande, chaque établissement peut innover. Donc, c'est des approches très bottom-up, si tu veux. C'est ce qui marche le mieux dans l'innovation, selon moi. Et donc, dans une de ces écoles, qui est dans une banlieue très défavorisée de la capitale, ils ont décidé, finalement, parce qu'ils voyaient des résultats catastrophiques de leurs étudiants aux examens, de créer une toute nouvelle pédagogie qu'ils ont inventée, qui s'appelle le Learn, Create, Share. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que ces étudiants qui sont des enfants en école primaire, il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, des compétences de base, mais il faut aussi qu'ils apprennent à créer et à mettre en création leurs apprentissages. Et donc, on leur demande, après un cours de quelques semaines d'histoire sur l'apartheid, etc., on leur demande, par exemple, de créer une œuvre qui peut être une œuvre plastique, un film, une série de podcasts, ce qu'ils veulent, sur ce que ça leur a inspiré, ce cours sur l'apartheid. Et donc, ils doivent vraiment mettre en créativité leurs apprentissages. Et donc, forcément, ils se mettent en groupe, ils sont hyper engagés parce que c'est le projet, tu vois, qu'ils ont choisi, qui les tiennent à cœur. Et évidemment qu'ils vont mieux s'en rappeler, si tu veux, que si c'était juste une intro sur Nelson Mandela, voilà, devoir sur table, apprends par cœur les dates de vie et de mort, tu vois. Ce genre de choses, c'est de la mémoire court terme, quoi. On apprend par cœur, on recrache sur sa copie, et voilà. Là, si tu demandes de faire des projets, si tu demandes aux enfants de vraiment s'impliquer dans quelque chose, c'est de la mémoire long terme, ils vont s'en souvenir. Ça, et puis j'ai l'association, alors encore une fois, je suis pas du tout expert, mais tu me diras si je me trompe, j'ai la sensation que ça parle à une partie, on dit beaucoup qu'il faut développer l'intelligence émotionnelle, relationnelle, et peut-être que ça développe aussi ça. Totalement. Et peut-être que, je vois par exemple pour des gens qui peuvent être en échec dans le système scolaire français, parce qu'ils ont du mal à apprendre par cœur, ou c'est pas leur mode de fonctionnement, tout simplement. On parlait tout à l'heure des enfants qui ont des profils différents, en tout cas pas classiques, si on peut dire ça comme ça. Et peut-être que ça parle plus, et que du coup ils ont encore plus confiance en eux, et que ça leur permet d'aller plus loin. Complètement, en fait. Parce que ça développe plein d'autres compétences qui aujourd'hui ne sont pas forcément valorisées dans nos systèmes scolaires traditionnels. Mais si tu fais effectivement des pédagogies actives comme ça, où tu leur demandes de faire des projets, de résoudre des problèmes, forcément tu as plein d'autres compétences qui se développent. Des compétences de collaboration, d'écoute, d'esprit critique, de créativité. Et ça, c'est des choses qui sont assez essentielles, je pense, aujourd'hui, à développer. Donc ouais, complètement. Il y a aussi la culture de l'oral qu'on n'a pas du tout en France, par exemple, par rapport aux États-Unis. Complètement. Et alors, est-ce qu'il y a quand même des choses, parce que bon, le friend bashing, c'est génial, mais est-ce qu'il y a des choses qui se passent bien en France malgré tout, ou des choses qui sont intéressantes sur le système français? Déjà, c'est pas cher. Non, mais je veux dire, on s'en rend pas compte quand on vit en France, mais enfin, concrètement, quand même, c'est un élément important. L'accès à l'éducation pour tous, évidemment, ça, c'est fabuleux, et on a une chance pas possible. Enfin, moi, je voyage dans des pays où c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment un luxe, tu vois, d'aller à l'école parfois. Donc, évidemment, mais il y a plein d'initiatives qui se développent ici. On a, par exemple, là, au ministère de l'Éducation nationale à Paris, il y a eu un lab qui s'est créé, un lab d'innovation qui s'appelle le Lab 110 bis, au sein du ministère, tu vois. Donc, vraiment à quelques mètres du bureau du ministre, pour justement essayer de faire un peu... de faire bouger les choses. Ils organisent plein de hackathons, d'événements, de conférences qui mêlent le personnel de l'éducation nationale avec des gens d'extérieur, quoi, designers, codeurs, start-upers, ce que tu veux, et pour mixer un petit peu ces publics-là. Et je pense que c'est assez essentiel. Donc vraiment un ministère qui s'ouvre vers l'extérieur, et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et puis voilà, après on a dans les académies, dans les différentes académies en France, des gens extrêmement volontaires qui ont envie aussi d'apporter de l'innovation, et puis des enseignants absolument fabuleux, quoi. Moi, je rencontre tous les jours, et c'est super. D'ailleurs, il y a eu une communauté d'enseignants qui s'est créée, qui s'appelle Edu Voices, communauté d'enseignants français qui se retrouvent, je crois qu'ils sont 2000 maintenant, qui ont envie aussi de changer leur pratique. Oui, ils se retrouvent. Alors, c'est un site. Après, effectivement, il y a une communauté sur Facebook aussi, et ils se retrouvent physiquement pour partager leur pratique, tu vois. Donc, autour d'un apéro, d'un café, etc.
etc. Tous les mois, dans plein de villes de France, ils se retrouvent et puis ils partagent ce qu'ils font, ce qu'ils expérimentent. Et effectivement, partager avec tes pairs, ça aide énormément, quoi. Bien sûr. Et du coup, tu te dis, mais attends, si elle y arrive, elle est prof d'espagnol comme moi, peut-être que moi aussi, je peux y arriver. Et ça fait vraiment changer les choses. Donc, il y a ce genre d'initiative qui se crée. Et je trouve ça absolument fabuleux, quoi. Donc, et ça arrive à redescendre parce qu'en fait, il y a aussi, il y a ce qui se passe au ministère, donc déjà il y a une prise de conscience, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais est-ce que ça arrive à redescendre de manière entre guillemets opérationnelle au niveau des professeurs des écoles classiques? Ouais. Alors là, la communauté dont je te parlais, du Voices, ça s'est créé par une prof ça, c'est elle-même. clair, Donc, par elle, les c'est enseignants. vraiment, voilà. C'est bottom-up pour le coup. C'est bottom-up pour le coup, exact. Après, il y a beaucoup d'initiatives effectivement qui restent un peu dans les hautes sphères et qui se discutent. Et évidemment, il y a quand même 800 000 profs aujourd'hui en France. Comment tu fais pour les toucher? Comment tu fais pour les motiver, etc. Ça, on revient un peu à cette question de la motivation et de la valorisation, si tu veux. Bien sûr, parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est effectivement, tu vois, tous les concepts, Montessori, l'école alsacienne, etc. C'est génial, hein, mais ça reste pour des gens qui en ont les moyens, d'abord, qui vivent dans des zones qui sont quand même privilégiées, et je le vois pas forcément cet accès à l'école, il n'est pas disponible dans toutes les zones, on va dire. Ouais. Alors c'est génial, hein, sans doute. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais comment tu le répands en fait? Parce que si tu favorises que les gens qui sont déjà favorisés, c'est quand même pas l'idéal. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est un très bon point. Et en fait, il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Une idée folle, de Judith Grimbach. Et en fait, elle a fait le tour de France des écoles innovantes. Elle allait voir des écoles publiques comme des écoles privées, mais beaucoup d'écoles publiques aussi. Elle les a filmées. Et elle montre dans son film qu'en fait, les écoles innovantes, elles sont partout. Pas juste à Paris. Alors évidemment, à Paris, tu as une profusion d'écoles parce que la demande est très forte, etc. Mais la majorité de ces écoles qu'elle filme sont au fin fond de la Bretagne, machin. Et elle montre que... parce qu'il y a des profs qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de faire différemment, ils créent des concepts pédagogiques, même dans les écoles publiques, complètement innovants, et on les laisse totalement faire. Et on leur tape pas sur les doigts. Non, parce que c'est une question aussi, parce qu'on pourrait se dire, comme ils sortent du cadre... C'est vrai. Et beaucoup de profs innovants te diront que c'est dur d'innover parce que les autres te regardent un peu de travers au début et se disent mais en fait qu'est-ce qu'il fait là, il expérimente un truc que je connais pas et ça fait peur, mais aujourd'hui on laisse beaucoup de liberté à des écoles d'innover et de créer leur projet pédagogique, et ça je trouve ça absolument fabuleux, même si ça reste difficile parce que tu es en dehors de la norme, ça commence à se développer. Et du coup par rapport aux personnes qui posaient des questions sur des enfants qui ont des troubles, qui sont surdoués, qui sont hypersensibles, tu leur conseillerais quoi en fait à ces personnes-là? Très honnêtement, si j'étais à leur place aujourd'hui, je ne les laisserais pas dans une école traditionnelle, tu vois, il y a des écoles, comme je te disais, publiques, qui ont leur propre projet pédagogique avec des enseignants extraordinaires. Et comment tu les retrouves, ces écoles? En fait, moi, je pense qu'il faut parler à l'équipe pédagogique. Il faut dans chaque école, qu'elle soit publique, privée, essayer d'échanger avec les profs, échanger avec les directeurs, directrices d'école. Mais très honnêtement, la majorité aujourd'hui de nos écoles publiques sont encore sur un mode, encore une fois, de massification. Et c'est compréhensible. Hein, d'un point de vue de coût, d'un point de vue d'accès, comme on disait à l'éducation, il y a un moment où il faut que le système soit facilement, tu vois... exactement. Donc, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, si vraiment je vois que mon enfant a des gros troubles de l'attention et dyslexie, etc., je vais essayer de lui trouver une place dans une école qui sera entre guillemets alternative, même si ça coûte cher et que tu vois c'est pas forcément accessible à tous malheureusement. Aujourd'hui il y en a qui donnent quand même des bourses, etc. Enfin elles sont de plus en plus ouvertes si tu veux à la diversité, c'est quelque chose qui est très important pour elles, mais ouais, j'essaierai de... Mais malgré tout, il n'y a pas un répertoire de ces écoles-là? Si, ça existe. Je pense qu'il y a il y a forcément un répertoire de ces écoles-là. Enfin voilà, il faut école alternative. Je suis sûre que tu trouves parce qu'en fait il y a tellement de demandes aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui veulent mettre leurs enfants dans ces écoles-là que il y en a une flopée qui se crée quoi. Et ça va de l'école alternative, donc Montessori, tu vois, qui suit quand même le programme, aux écoles démocratiques où là il y a plus aucun programme, les enfants font absolument ce qu'ils veulent, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de profs, comme on le connaît dans l'école traditionnelle. Et là, voilà, donc ça c'est les deux extrêmes entre guillemets, mais il y en a plein, donc il y a des options pour tout le monde. Et tu faisais référence tout à l'heure à la technologie. Oui.
Évidemment, le monde a complètement bougé. On est encore beaucoup en mouvement, que ce soit dans les usages des enfants, évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont accès aujourd'hui à des écrans et donc à de l'information. Aujourd'hui, ce qu'on dit beaucoup, c'est que il me semble en tout cas que l'important, c'est pas tant l'accès à l'information, parce qu'en fait, l'accès à l'information, il est partout pour les personnes qui sont connectées à Internet. Je dis pas que c'est tout le monde, mais en tout cas, c'est comme une bonne partie de la population. Donc, l'accès à l'information, c'est pas tant ça qui est très important. C'est plutôt, tes qualités cognitives. Aujourd'hui, clairement, j'ai la sensation que les professeurs sont pas vraiment formés. Ils n'ont pas les outils déjà, je crois pas. Et ils sont pas vraiment formés à utiliser ces technologies. Comment toi tu vois, toi qui accompagne des startups dans l'éducation, comment tu vois cet essor de la technologie dans l'éducation? Comment ça fonctionne? D'abord dans l'éducation nationale, mais aussi peut-être par ailleurs. Oui, alors, moi, j'essaie d'accompagner donc des entrepreneurs qui développent des produits éducatifs. Donc, je fais des exemples. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la technologie, c'est pas notre solution miracle, certainement pas à tous nos problèmes. Non, c'est jamais une solution, la technologie, c'est un moyen. Mais c'est un moyen, et ça peut effectivement servir certaines causes. Par exemple, dans certains cas, être l'assistant du professeur. Par exemple, je pense à une start-up qui apprend aux enfants à lire grâce à une appli qu'ils ont sur tablette. Et en gros, derrière, c'est l'adaptive learning. Donc, c'est des algorithmes, si tu veux, qui vont analyser ton niveau de départ avec un petit test qu'ils vont te faire. Ensuite, ils vont analyser comment tu lis, les erreurs que tu fais, etc. Et ils vont te personnaliser au fur et à mesure ton parcours pour qu'il soit totalement adapté à ton niveau de base, si tu apprends vite ou lentement, etc. Et donc, il faut vraiment s'adapter à toi. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire sens, si tu vois, de personnaliser comme ça nos parcours d'apprentissage, parce qu'un prof ne peut pas faire 30 cours pour 30 élèves différents, c'est pas possible. Par contre, il peut s'armer d'un outil comme ça et 1 ou 2 heures par semaine mettre les enfants devant leurs ordinateurs, leurs tablettes et dire voilà, aujourd'hui on va faire du Lilo, vous allez apprendre à lire sur vos tablettes ou sur votre ordinateur avec l'aide de ce petit ce petit perroquet qui va vous aider à lire, etc. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire sens. Après, il y a une question des données et comment, évidemment, on protège les données des enfants, des personnes mineures, etc. Ouais. Donc ça, c'est évident. Après, on peut les anonymiser, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais je pense que ça, c'est un exemple pour dire que oui, la technologie peut nous être utile aujourd'hui, surtout pour ce qui est de la personnalisation. Après, évidemment, elle peut nous être utile sur tout ce qui est accès à l'éducation. Tu vois, je trouve que ce que fait Open Classrooms, par exemple, avec ses cours en ligne qui sont maintenant, je ne sais plus le pourcentage d'élèves qu'ils ont en Afrique, quoi, qui, grâce à eux, apprennent à coder, apprennent à développer des compétences en marketing, en communication, en tout ce que tu veux, grâce aux cours en ligne d'Open Classrooms. Donc, ça, c'est assez extraordinaire aussi. Et donc, je pense qu'il y a des outils qui font vraiment sens, quoi. Après, comment on les intègre dans un système où tout le processus d'achat est compliqué. Donc, c'est très, très compliqué pour une start-up de vendre un établissement parce que, voilà, le processus d'achat est extrêmement complexe. Et centralisé. Voilà. Et alors, du coup, ça m'évoque 3 choses que tu viens de dire. D'abord, peut-être la question autour du code. Est-ce que tous les enfants doivent apprendre à coder ou est-ce que les codeurs sont les ouvriers de demain? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est... je te les pose les 3 à la suite, mais je te les reprendrai au fur et à mesure. Mais la deuxième, c'est qu'est-ce que tu penses de ces écoles aux États-Unis où ils arrêtent d'apprendre à écrire à la main en se disant finalement c'est plus nécessaire d'apprendre à écrire à la main, puisque les enfants finalement tapent sur des écrans principalement. Et la troisième, ça fait penser à cette opération, j'appelle ça opération, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui a eu lieu en Inde où, si tu veux, ils ont mis des écrans, tu vois le truc, où les enfants apprenaient, et en fait on s'est rendu compte que les enfants, School in the Cloud, je me souvenais plus le nom, où les enfants apprennent tout seuls finalement. Alors je reprends. Non, je me souviens, t'inquiète pas, je me souviens. D'accord, vas-y. Donc pour apprendre à coder, alors moi je pense que ça transmet quand même des compétences, tu vois, au-delà d'apprendre à coder, de savoir si c'est les ouvriers de demain. Je pense que c'est une question qui se pose et tu as raison de la poser. Mais je pense qu'apprendre à coder, c'est apprendre aussi à avoir un esprit d'analyse, de synthèse, un esprit de logique, tu vois. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui font que c'est fun, quoi. Tu vois, Extra Junior, etc. Tu peux apprendre à l'âge de 6-7 ans et ça te donne... Voilà. Et pour moi, c'est un peu l'esprit maker aussi, tu vois. Et c'est insuffler cet esprit. Tu es capable de faire quelque chose, tu es capable
de coder une ligne de code et derrière de voir, tu vois, la répercussion sur un site ou quelque chose. Et donc aujourd'hui, Magic Makers, par exemple, c'est une start-up française qui développe plein d'ateliers un peu partout en France pour apprendre aux enfants justement cet esprit-là, apprendre à coder, apprendre à je sais pas, à construire des drones, à faire un jeu vidéo. Enfin, ils ont plein d'ateliers comme ça pour vraiment justement leur montrer qu'ils peuvent être acteurs en fait de la technologie, les enfants. C'est pas juste je suis passif derrière mon écran à scroller, mais je peux créer de la techno aussi. Et ça, je pense que c'est important. La deuxième question, sur le fait de savoir si on doit continuer à écrire de façon apprendre en tout cas, apprendre à écrire à la main. Je pense qu'il y a pas mal de recherches qui nous disent que le geste même d'écrire a une influence, si tu veux, sur notre cerveau et sur comment finalement on se souvient de ce qu'on a écrit, entre guillemets. Donc je pense que c'est pas anodin et qu'il faudra vraiment creuser. Je pense que la recherche nous dit en sciences cognitives, avant de faire des décisions dans nos écoles, savoir si on continue ou pas à écrire. Je pense qu'on est encore loin en France de ça. Donc moi vraiment je me baserai sur la recherche, sur ce qui est fait, enfin tu vois, avant de prendre une décision comme ça. Je sais pas si cette école a fait de la recherche ou pas, ou si c'est juste un trend, ils surfent sur la vague, mais en tout cas je pense que c'est un petit peu dangereux de le faire sans être baqué par la recherche. Et la troisième question... Qui était sur l'apprentissage par soi-même, finalement, des enfants. Ouais. En fait, dans des écosystèmes, et ça, pour moi, c'est très, très lié au contexte. C'est ce que j'ai appris aussi en voyageant dans le monde entier, c'est que tout est lié au contexte local. C'est-à-dire que cet écran d'ordinateur, il a été posé dans un bidonville. Les enfants n'allaient pas à l'école, n'avaient accès à aucune forme d'éducation. Donc forcément, ils ne connaissaient même pas l'anglais, d'ailleurs. Ils ne savaient pas l'anglais, etc. Et donc, ils ne savaient rien. Et donc, forcément, de voir cet ordinateur débarquer et se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ? Et ils ont expérimenté. Mais ça, c'est la curiosité naturelle de l'enfant, quoi. Expérimenter, regarder, voir ce qu'on peut en faire. Et finalement, ils sont arrivés à un niveau de compréhension de la machine. Et aussi, finalement, ils sont arrivés à un niveau eux-mêmes de culture parce qu'ils sont allés lire plein d'articles. Wikipédia, ils ont découvert Wikipédia. C'est le truc le plus incroyable pour eux. Et ils ont appris par eux-mêmes. Et clairement, de façon naturelle, l'enfant apprend et est curieux. Il ne faut pas tuer cette curiosité, je pense. Ouais, je pense que l'expression la curiosité est un vilain défaut est on en parlait justement dans un épisode précédent avec Cécile, qui est une très mauvaise expression, parce qu'effectivement, on la recherche après, cette curiosité, cette innovation. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que du coup, les écrans sont bons pour les enfants ? Parce qu'on se pose, il y a aussi pas mal de questions, tu sais, en particulier, tu sais, les gros start-upers américains interdisent leurs enfants de toucher de voir des écrans ou de toucher des écrans jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont très, très exposés aujourd'hui, les enfants. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut demander à des spécialistes. C'est-à-dire que moi, je vois ce qui est publié aujourd'hui par la recherche. Il y a beaucoup d'articles qui se contredisent un peu. Il y en a qui disent que pas avant 6 ans, d'autres qui disent que pas avant 4 ans, etc. Je pense que c'est pas du tout une science exacte et qu'évidemment, il faut que ce soit fait avec modération, quoi. Ouais, c'est toujours pareil, mettre un enfant de 4 ans toute la journée devant son écran parce qu'on va voir la paix, clairement, bon, c'est pas idéal. Et donc, je pense que c'est vraiment, voilà, il faut y aller avec une certaine modération. Et puis, encore une fois, voilà, moi je pense que ça fait vraiment sens pour moi à l'école quand les enfants commencent l'école. Donc ça commence à faire sens en CP, en CE1, quand on apprend à lire, etc. Voilà. Mais certains te diront que voilà, ils peuvent jouer à des jeux éducatifs avant ça. Mais voilà, la recherche est assez, voilà, ça. Il y a vraiment 2 clans, j'ai l'impression, sur ce sujet. Mais je crois qu'on n'a pas assez de recul, encore une fois, non plus, pour avoir vraiment des data avec, complètement. Ouais. Et alors, je vais quitter complètement l'enfance, on va dire. Je voulais te poser une question sur les grandes écoles. On a vu, j'imagine que tu as vu toi aussi cette photo du partenariat entre HEC et Polytechnique où on voit une ribambelle de mecs blancs, évidemment, posés très fièrement en disant qu'ils font un partenariat. Et en même temps, on voit d'un autre côté École 42, etc. Est-ce que tu penses que toutes ces grandes écoles, que ce soit Sciences Po, HEC, l'ENA, Polytechnique, sont complètement démodées ? Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'ils répondent aux problématiques modernes ? Alors, je pense que d'une certaine façon, ils y répondent parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de recruteurs dans des grosses boîtes qui recrutent au mot-clé qu'il y a sur ton CV. Donc, si tu aussi vois le mot-clé à HEC Paris, ils vont tout de suite prendre ton CV et te convier à l'entretien presque. Donc, je pense qu'ils répondent
encore à un besoin du marché, mais je me demande jusqu'à quand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le signal que tu envoies. Tu vois, quand tu as fait HEC ou Polytechnique, tu envoies un signal très fort. Aujourd'hui, et je me demande, dans 10 ans, est-ce que ce signal sera toujours aussi fort? Je te donne un exemple. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup ce qui se passe un peu partout dans l'enseignement supérieur. Il y a des nouvelles écoles qui se créent, donc il y a 42 pour le code, mais pour des universités plus traditionnelles qui enseignent plein d'autres matières. Par exemple, il y a une université américaine qui s'est créée, qui s'appelle Minerva Schools, qui a été créée par un ancien dean d'Harvard et un mec de la Silicon Valley. Ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, en fait, on va créer un truc parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et lui, il n'en pouvait plus d'être prof à Harvard et qu'on lui demandait d'être sur une estrade, si tu veux, il n'en pouvait plus. Et donc, cette université-là est complètement dingue parce que la première année, les étudiants apprennent que des soft skills. Il n'y a que ça. Donc, c'est que des cours de soft skills, comment penser de façon critique, la créativité, c'est quoi, le design thinking, etc. Plus comment communiquer avec les autres, comment prendre la parole, que des soft skills. Et à partir de la deuxième année, c'est un bachelor, une licence traditionnelle. Donc, tu as 3 ans et tu dois choisir, voilà, si tu veux faire des humanités, voilà, des sciences naturelles, etc. Et en fait, le principe, c'est que tout est online. C'est-à-dire que vraiment tous leurs cours, même de soft skills, sont online. C'est des séminaires. D'accord. Et ils ont créé leur plateforme en ligne, etc. Ce qui permet en fait une expérience étudiante absolument incroyable parce que les étudiants font le tour du monde pendant 3 ans que dure leur licence. Et ils passent 6 mois dans des... Ils ne sont pas sur le campus, en fait. Il n'y a pas de campus. Il n'y a pas de campus. Tout est décentralisé. Et en gros, tu as les meilleurs profs qui te font cours via visio, conférence. Et toi, tu te balades avec toute ta promo dans le monde entier. Tu passes 6 mois à Berlin, 6 mois à Séoul, 6 mois en Inde, 6 mois à Sao Paulo, 6 mois à Taipei, 6 mois à Londres, et tu fais le tour du monde. Et pendant que tu es dans ces endroits-là, ils louent, tu vois, des immeubles où ils mettent tous les étudiants, donc ils habitent tous ensemble, ils se voient tout le temps, juste pour les cours, qu'ils ont à peu près 15 heures par semaine, ils se mettent devant leur ordi et ils font cours avec leurs profs et d'autres, et leur groupe qui correspond à leur matière, si tu veux. Mais quand ils sont dans le pays, on leur dit, écoute, t'es pas un touriste, tu vas t'impliquer, tu vas travailler pour une ONG locale, une start-up, une entreprise locale, 3 jours par semaine. Et tu vas apprendre la culture du pays, comme ça, peut-être la langue, tu vas apprendre le contexte, tu vois, de comment travailler dans ce pays. Et donc, ça, si tu veux, ils sortent de là, ils parlent plein de langues, ils ont travaillé dans des contextes totalement différents culturellement. Ils sont hyper matures parce qu'il y a eu cette première année de soft skills. Ils ont un niveau extraordinaire. Et donc aujourd'hui, évidemment, les recruteurs se tournent beaucoup plus vers tous ceux qui sortent de Minerva que ceux qui sortent des écoles plus traditionnelles. Et aujourd'hui, c'est plus dur de rentrer à Minerva que de rentrer à Harvard. D'accord. Donc, tu vois, ça remet en cause énormément de choses. C'est vraiment énormément de choses. Parce que moi, j'ai vraiment cette sensation, effectivement, que quand tu sors de l'ENA ou quand tu sors de ces grandes écoles, tu n'es plus vraiment armé pour le monde d'aujourd'hui, en fait. Enfin, c'est un ancien monde, quelque part. Non ? Je connais pas leur programme par cœur. Moi non plus. J'ai pas fait l'ENA. mais je pense vraiment qu'il faut que toutes ces écoles se réinventent aussi parce que les besoins des étudiants sont plus les mêmes. Les besoins du marché du travail évoluent tellement vite. Et je pense que c'est aussi leur rôle de préparer les élèves, les étudiants au marché du travail. Donc oui, je pense qu'il y a... Vraiment, il faut qu'ils se réinventent parce que sinon, des Minerva, en fait, il y en a plein qui se créent en ce moment. Plein. Donc, ouais. Cool. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux claquer la porte aujourd'hui. À quoi je veux claquer la porte Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce que tu veux. Tu vas te lâcher. J'adore. Alors, je pense que je veux claquer la porte finalement à comment je réagis à mes haters sur les réseaux sociaux, parce que j'en ai évidemment. D'accord. Tout le monde en a. À partir du moment où tu t'exposes. Voilà, exactement. À partir du moment où tu t'exposes, évidemment. Et donc, au début, ça m'attaquait personnellement. Je le prenais personnellement et ça me mettait mal et tout ça. Donc là, je me dis en fait, non, il faut pas le prendre personnellement. Et donc, il faut essayer de vivre avec. C'est pas simple. Hein. Je sais. Moi aussi, je me disais. J'en ai sûr. Bien sûr, ça en était sûr. Mais ouais, je pense qu'il faut... Voilà, enfin, moi du coup ma technique c'est j'ignore en fait et je cache la conversation pour pas voir quoi. Donc je fais un peu de la technique du mais en gros ouais, il faut vraiment prendre notre distance par rapport à ça quoi. Parce que franchement
Voilà, C'est quel pénible. intérêt. Mais quel c'est vrai qu'il y a eu intérêt. tout ce débat sur un débat. Scandale sur les ligues du LOL. Exact. Et c'est exactement ça qui m'a fait tilter, tu vois, en lisant pas mal d'articles sur des journalistes qui en parlaient, qui étaient victimes de ça. Je me suis dit, mais en fait, oui, il faut prendre la distance, il faut en parler. Mais il faut en parler, il ne faut pas laisser ces gens-là agir quand même, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Mais après, ces gens-là, finalement, aujourd'hui, tu fais quoi? Tu peux les bloquer, tu peux les masquer, mais il n'y a pas, si tu veux, encore de justice sur les réseaux sociaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut faire avec, je pense encore, même si, évidemment, il faut en parler. Voilà, il faut aussi prendre de la distance personnelle pour ne pas se sentir attaqué personnellement. C'est pas facile. Je sais. Merci beaucoup, Svenia. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.